Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier café RSE ECF. ECF, le syndicat de la profession comptable libérale. Les cafés RSE sont mis en place par les commissions ECF gérées par nos élus. Nous proposons régulièrement différents cafés, fiscal, patrimoine, outre-mer, etc. Et nous vous donnons du coup rendez-vous aujourd'hui, le lundi 15 avril de midi à 13 heures pour ce premier café RSE issu de la commission durabilité. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter notre tout nouveau site internet e-c-f.fr. Et je laisse la main à Octavie qui va vous présenter du coup ce premier cabinet, se présenter et vous présenter ce premier café, pardon, RSE. Merci beaucoup. Bonjour, merci Vincent. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer, de survoler ce qu'est le bilan carbone et de vous expliquer à quel point cela devient incontournable pour l'expert comptable de s'en emparer et de mener des missions bilan carbone. On a donc une heure. C'est évidemment pas une formation bilan carbone, hein, je reviendrai dessus. Euh, Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Octavie Véricelle, je suis expert comptable à Lyon. Donc, je suis membre de la commission durabilité ECF et donc c'est à ce titre qu'on m'a demandé d'animer ce premier café RSE. Donc, je suis très contente d'entamer ce cycle. On en aura régulièrement jusqu'à la fin de l'année. On a déjà préparé un tas de cafés RSE sur des sujets divers et variés qui sont intéressants. Alors pourquoi c'est moi qui suis chargée de vous présenter ce webinaire sur les bilans carbone? Eh bien parce que en 2019, donc j'ai fait la formation bilan carbone de l'Institut français du carbone. Et donc depuis 2022, parce que évidemment il y a eu le Covid, donc ça nous a un petit peu empêché de mettre en œuvre immédiatement, mais depuis 2022, au cabinet, nous proposons des missions bilan carbone à nos clients. Donc, juste pour vous situer, on est une structure de 8 personnes, donc 4 associés. Donc, on est une petite structure. On est parti donc, comme beaucoup, de rien. Et c'est vraiment cette formation qui a été l'élément déclencheur. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu de recul, pas beaucoup, mais un petit peu de recul pour vous en parler. Donc, je vais articuler mon propos autour de quatre points. D'abord, évidemment, je vais rappeler quelques données contextuelles, même si en 2024, maintenant, je pense que la question du réchauffement climatique et du dérèglement climatique associé n'est plus une question pour personne. C'est quand même important qu'on soit bien tous au même niveau de compréhension. Deuxièmement, je vais présenter ce qu'est un bilan carbone et donc pourquoi il est inévitable qu'en tant qu'expert comptable, nous nous préoccupions de réaliser des bilans carbone. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments sur la démarche et la méthode. Ça sera vraiment un survol, évidemment. Et puis, enfin, je vous parlerai de la mise en place de la mission bilan carbone au cabinet. Et donc, je m'appuierai sur ce qu'on a fait nous pour illustrer mon propos. Alors, je vais essayer de tenir 45 minutes euh, de manière à vous laisser la possibilité, sur le dernier quart d'heure, de poser des questions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que surtout que je puisse répondre à vos questions. Allez, c'est parti, trois quarts d'heure à parler à mon écran. J'y vais. Donc, sur le contexte, donc, euh, illustre ce qu'est le continent européen. Donc, avec 20 000 ans d'écart. Donc, à gauche, vous avez la carte de l'Europe il y a 20 000 ans, recouverte d'une couche de glace qui faisait 3 km d'épaisseur. Et puis, à droite, vous avez la même Europe, mais aujourd'hui. Donc, 20 000 ans, c'est énorme en temps. Et on voit qu'il s'est passé énormément de choses puisqu'on n'a plus cette couche de glace de 3 km d'épaisseur. Et en fait, en termes de degrés à la surface du globe, on est seulement sur une variation de 5 degrés Celsius.
Donc 5 degrés Celsius, un impact aussi considérable que la disparition de cette couche de glace en 20 000 ans. Donc en 20 000 ans, c'est un espace-temps suffisant pour permettre à la nature et à la vie de s'adapter. Là, ce vers quoi on se profile depuis l'ère pré-industrielle, c'est qu'on risque d'aboutir d'ici 2050 à un réchauffement identique, donc de plus 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, donc par rapport à la carte telle qu'on la voit à droite. Mais au lieu que ça se passe dans un espace-temps de 20 000 ans, donc qui permet tout doucement à tout de s'adapter, et bien là, ça se passera en un espace-temps de seulement 200 ans. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'être scientifique pour se rendre compte que cet espace-temps, il est trop faible, trop petit pour ne pas enclencher des conséquences dramatiques. Donc, on parle de quoi? On parle de l'élévation du niveau des mers avec la fonte des glaciers. On parle de la banquise arctique en été qui serait complètement presque fondue. On parle du coup de l'extinction de nombreuses espèces animales et végétales. On parle d'un problème d'accès à l'eau potable dans de nombreuses régions du globe et on commence à le voir même chez nous. Hein, c'est plus avec ce qui s'est passé les 2 derniers étés, on commence à se rendre compte que même dans nos pays dits du Nord, on ne sera pas épargné par ces questions de stress hydrique, des phénomènes climatiques dévastateurs qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents, canicules, tornades, des pluies torrentielles, des sols qui sont tellement secs qu'ils n'évacuent plus les eaux. Associé à ça, bah, une baisse de rendement des cultures, parce que évidemment, un réchauffement aussi important en si peu de temps, eh bien, ça va complètement déséquilibrer nos possibilités de nous nourrir comme on le fait actuellement. Et puis, des questions soulevées par les scientifiques d'emballement du système climatique, où plus ça se réchauffe et plus ça entraîne un réchauffement. Donc, partant de ça, vous savez que la communauté scientifique au départ et puis politique ensuite s'est accordée et en 2015, donc il y a presque déjà 10 ans, ont été signés le fameux accord de Paris où 190 pays présents ont pris l'engagement de mettre en place des plans de manière à contenir le réchauffement très en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et, si possible, même en dessous de 1,5. Donc, pourquoi on a choisi cette limite de très en dessous de 2 degrés et, si possible, inférieure à 1,5? Eh bien, c'est parce que au-dessus de 1,5, on arrive à des phénomènes de boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que c'est ce seuil-là sur lesquels les scientifiques s'accordent pour dire que on passe en emballement du système. Donc, il y a deux exemples faciles à appréhender pour voir ce qu'est une boucle de rétroaction positive. Le premier, c'est l'océan. L'océan, c'est le puits de carbone, enfin un des puits de carbone les plus importants sur la planète. Plus le, le climat enfin plus la surface du globe se réchauffe, plus l'océan s'acidifie. Or, plus l'océan s'acidifie, et moins il a une capacité d'absorption du dioxyde de carbone, qui est l'un des gaz à effet de serre anthropiques les plus importants. Donc, voilà une première boucle de rétroaction positive. Donc, le réchauffement, arrivant à un certain degré,
entraîne son propre réchauffement. Un deuxième exemple de boucle de rétroaction, puis il y en a plein d'autres, c'est l'effet albédo. Donc, quand on regarde la planète de loin, on voit beaucoup de bleu, mais on voit aussi beaucoup de blanc ou de gris clair. Et cette couleur, elle a l'avantage de renvoyer les rayons et donc d'éviter une partie du réchauffement. Et plus le temps se réchauffe, enfin plus les températures se réchauffent, on l'a vu, plus il y a un risque de fonte des glaces et des banquises, et donc moins il y aura d'effet albédo, et donc plus ça va entraîner du réchauffement. Voilà, donc des boucles comme ça, on en a plein. Donc d'où l'importance cruciale de rester en dessous des 2 degrés et si possible en dessous de 1,5. Donc je reviens à nos accords de Paris. 190 pays signataires. Donc, à la suite de ça, ces pays se sont engagés à euh, construire les fameuses NDC ou CDN en français, donc leur contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire leur plan qui allait leur permettre de tenir en dessous de l'objectif. Quand l'ONU a reçu les premières copies, c'était en 2019. Ils ont compilé les chiffres et ils ont vu que si chaque pays tenait les objectifs sur lesquels il s'engageait, on était plutôt à un total réchauffement moyen de 2,8, compris entre 2,3 et 3,5. Donc on n'était pas du tout au niveau sur lequel on s'était engagé. Donc ils ont demandé aux pays de revoir leur copie. Et là, il y a seulement la moitié des pays qui ont rendu de nouvelles contributions. Euh, les autres pays n'ont pas répondu. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les engagements, donc il y a eu cette signature de l'accord de Paris. Donc la France, oui, pour votre information, elle n'a pas répondu en tant que telle, elle n'a pas produit de CDN, c'est au niveau européen que ça s'est fait. Donc les pays ont répondu, mais malheureusement, la compilation des résultats n'est pas du tout au niveau attendu. On est pas dans les clous, alors on reste en dessous des 5 degrés, mais il y a encore de très très gros efforts à faire par rapport au plan et aux trajectoires affichées par les États. Donc comment ces pays ont travaillé? Ils ont évidemment euh, mis en place des politiques au niveau national, mais ce que tout le monde sait, c'est que dans les pays, les, les efforts ne se feront pas que grâce aux États. Donc l'État, évidemment, il a la carotte et il a aussi le bâton. Donc c'est l'engrenage des gouvernants qui sont ici. Mais les efforts viendront aussi d'un ensemble. Et c'est cet ensemble mis en cohérence qui pourra fonctionner et qui pourra faire que on tiendra nos objectifs. Donc, dans cet ensemble, il y a 2 grands groupes d'acteurs très importants. Ce sont les investisseurs institutionnels, donc les banques et les assurances, par les placements financiers et les milliards qu'ils placent. Eh bien, évidemment, ils ont un pouvoir d'inflexion de certaines décisions et de certains financements. Il y a les acteurs économiques, les entreprises. C'est là où nous, en tant qu'experts comptables, en travaillant aux côtés des acteurs économiques, on a un rôle crucial à jouer. Et puis, il y a évidemment les citoyens. Donc, c'est tous ensemble qu'on pourra agir et qu'on pourra essayer de contenir le réchauffement climatique. Alors, venons-en aux acteurs économiques. Donc, évidemment, nous, en tant qu'experts comptables, on a beaucoup de clients qui sont des petites et moyennes entreprises, mais les économies nationales et l'économie française ne pourra pas bouger sans qu'on accompagne ces petites et moyennes entreprises à agir. On va voir pourquoi faire un bilan carbone. Donc, essayer de vous montrer à quel point c'est inévitable. Alors, il y a, selon moi, 5 grandes raisons pour lesquelles il faut s'intéresser au bilan carbone. La première, bon, elle est un petit peu à part, c'est pour ça qu'elle a un chiffre 0, c'est parce qu'on est assujetti. Donc, ça, c'est pour vous rappeler quand même que le bilan, donc le bilan de gaz à effet de serre, existe de manière réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'entreprises ou d'acteurs économiques en France qui sont réglementairement astreints à faire leur bilan carbone. Donc, ce sont
les entreprises privées de plus de 500 salariés ou les collectivités territoriales de plus de 20 000 administrés ou les EPIC de plus de 250 salariés, donc les établissements publics. Donc ceux-là, ils sont obligés, donc depuis 2012, de faire leur bilan carbone, donc leur bilan GES, donc c'est-à-dire de produire à la fois un État qui compte aujourd'hui où ils en sont en termes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi un plan de transition. Le bilan carbone, c'est bien les deux. Ce bilan carbone, ils sont non seulement obligés de le produire depuis 2012, mais ils sont obligés de le mettre à jour tous les 4 ans s'ils sont une entreprise privée ou tous les 3 ans s'ils sont une collectivité territoriale. Ils sont obligés de le publier sur le site bilan GES de l'ADEME. Donc, quand on regarde la réponse à cette réglementation, on voit aujourd'hui, je suis retournée voir la semaine dernière, il y a à peu près un peu moins de 7000 bilans qui ont été déposés, donc depuis 2012. C'est-à-dire que si on compte le nombre d'entreprises qui sont soumises, d'entreprises ou des collectivités territoriales, ça veut dire que tous sont loin aujourd'hui de respecter cette réglementation. Et pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait une faible sanction. Jusqu'en 2022, la sanction était seulement de 1 500 € d'amende. Donc, évidemment, il y a peu d'entreprises qui, enfin, les entreprises qui ne respectaient pas s'exposaient pas à grand-chose. Il y a eu un décret, donc en 2022, l'amende a été portée à 10 000 €. Et là, il y a un nouveau décret qui est sorti en octobre 2023 qui sera applicable en janvier 2025. Et là, l'amende sera portée à 50 000 €. Et ça y est, les premières amendes commencent à tomber. Donc, la première entreprise qui a été mise à l'amende, c'est une entreprise du groupe Nunez. C'était au mois de novembre 2023, donc c'est assez récent. C'est l'entreprise Electrodépôt, donc qui s'est vu verbaliser donc de 10 000 € pour non-dépôt de son bilan GES. Donc ça, c'est la première catégorie. Et donc, évidemment, ça fait quand même beaucoup de monde, mais ce sont des grandes entités qui ne sont souvent pas parmi nos clients. Ensuite, il y a d'autres raisons pour lesquelles faire son bilan carbone. C'est des raisons plus ou moins volontaires. Donc, c'est les 4 suivantes. Alors, la première, c'est la volonté de gérer son indépendance par rapport aux énergies fossiles. Donc, on sait bien que ce sont les énergies fossiles qui sont responsables des gaz à effet de serre, hein, gaz à effet de serre anthropiques. Donc, pétrole, gaz, charbon. Donc, ces énergies fossiles, en être indépendant et donc, du coup, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi un bon moyen d'être indépendant aux évolutions tarifaires, aux risques géopolitiques et puis à la raréfaction de ces ressources. On sait bien que ce sont des ressources qui, petit à petit, elles sont pas inépuisables. Donc, la première raison, faire un bilan de gaz à effet de serre, un bilan en carbone, c'est de mesurer sa dépendance et donc de pouvoir ensuite, à travers le plan de transition qu'on organisera, de pouvoir planifier son indépendance par rapport à ces énergies fossiles, ce qui est essentiel pour pouvoir assurer son avenir en tant qu'entreprise. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la réponse à la commande publique, directe ou indirecte. En France, on a à peu près une commande publique qui s'élève à 110 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 4-5% du PIB. C'est un budget très important. Une commande publique, c'est évidemment l'État, mais c'est aussi les collectivités territoriales, les hôpitaux, enfin voilà. Donc, on a énormément d'acteurs qui, soit directement, soit indirectement, parce qu'ils sont en B2B et leurs clients répondent, lui, à la commande publique. On a énormément d'acteurs impliqués directement ou indirectement dans la commande publique. Or, la loi climat et résilience de 2022 a prévu qu'à partir du 1er janvier 2025, les acheteurs publics mettraient dans leurs critères d'appel d'offres des critères environnementaux, dont le premier sera le climat. C'est-à-dire que
il n'y aura plus d'achat de commandes publiques sans prise en compte euh, des gaz à effet de serre. Et donc, il sera plus possible à une entreprise de se faire référencer si elle ne peut pas euh, afficher qu'elle est en démarche enfin, qu'elle a mesuré ses gaz à effet de serre et qu'elle est en démarche de réduction. Donc, si on veut rester dans le jeu de cette commande publique, qui est quand même énorme au niveau des marchés, eh bien, il faut l'anticiper et il faut dès à présent mesurer ces gaz à effet de serre. Troisième raison, les réglementations qui vont l'imposer. Donc là aussi, on a toujours dans la loi climat et résilience, on a à partir de toujours 2025 toute une liste de produits et services qui vont devoir étiqueter leur prix, non plus seulement en euros, mais aussi en équivalent CO2. Donc ces produits et services, donc la liste des produits et services en question reste à déterminer par une ordonnance. Euh, on, on imagine que ce sera dans un premier temps les biens et produits de grande consommation, électroménagers, véhicules roulants, voilà. Mais c'est un début et il est évident que petit à petit, parce que les consommateurs vont l'attendre, parce que ça va devenir quelque chose qui va s'imposer petit à petit sur les marchés, l'ensemble des produits et services risque à un moment ou un autre, et à mon avis plus rapidement qu'on ne le croit, vont devoir s'étiqueter non seulement en euros, mais aussi en équivalent CO2. Donc ça, si on n'a pas anticipé, si on ne connaît pas aujourd'hui en tant que professionnel le poids CO2 de ces produits ou de ces services, ben, assez rapidement, on va se retrouver exclu du jeu. En matière de réglementation, on a évidemment la CSRD qui a été transposée en, en droit français en décembre 2023. Et là, vous savez bien que aussi les grandes entreprises donc, qui sont soumises à la CSRD vont devoir faire un reporting de leurs données durabilité, dont le changement climatique, en incluant toute leur chaîne de valeur. C'est-à-dire elles vont demander des comptes à leurs fournisseurs pour pouvoir publier leurs données. Elles auront besoin que leurs fournisseurs leur donnent des données. Donc, nos clients qui sont des petites entités, moyennes entités, non soumis à la CSRD, s'ils veulent continuer de travailler avec des clients, avec leurs clients qui, eux, peuvent être une grande entreprise soumise à la CSRD, vont devoir fournir des données sur leur gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en B2B, on demande à nos clients de fournir une attestation vigilance URSSAF ou une attestation fiscale. Demain, on va leur demander, en plus de ces documents-là, de donner des éléments sur leur gaz à effet de serre. Donc voilà comment les réglementations, petit à petit, elles mettent sous contrainte les entreprises, pas seulement les grandes, mais aussi les petites, d'avoir à mesurer leur gaz à effet de serre et à mettre en branle des plans de transition. Donc ça, c'était pour le point 3. Point 4, parce qu'on veut rester dans le jeu. Donc on comprend bien que dans un monde où tout le monde petit à petit parle de réchauffement, parle de gaz à effet de serre, eh bien, une entreprise, pour pouvoir continuer d'être considérée comme un acteur responsable, elle va devoir, elle aussi, qu'elle le souhaite ou non, elle va devoir agir sur ces questions de changement climatique. Ça va être demandé. Bah, les concurrents, on l'a vu, ça va être des réglementations indirectement, parce que quand on aura un concurrent qui commencera à afficher ses prix en CO2 et que nous, on le fait pas, on le fera pas, eh ben, on va perdre en avantage concurrentiel. Ça, c'est évident. Les clients vont le demander. Alors, là aussi, on l'a vu par les réglementations, mais en dehors des réglementations, les clients vont aussi être inquiets de savoir quel fournisseur ils ont en face d'eux. Est-ce que c'est un fournisseur responsable? Est-ce que c'est un fournisseur qui a engagé une démarche
pour pouvoir réduire les gaz à effet de serre. Et puis les collaborateurs, évidemment, ça commence à faire partie des préoccupations des collaborateurs. Quand ils choisissent une entreprise, ils veulent aller travailler dans une entreprise qui prend ses responsabilités et qui agit. Voilà pour les 4 raisons tout à fait objectives. Et puis la dernière, bah, que j'ai mise en gras, c'est évidemment pour contribuer à l'effort collectif nécessaire pour rester très en dessous des 2 degrés, comme on l'a vu. Euh, c'est un non-choix euh, si on veut que nos conditions de vie restent le moins possible perturbées, puisqu'on a vu qu'au-dessus de 2 degrés, tout s'emballe. Un bilan carbone, c'est un outil comptable. Euh, donc, on a une unité. Alors, au lieu que ce soit des euros, c'est la tonne CO2 équivalent ou des kilos CO2 équivalent. On a une méthodologie. Donc, quand on fait la formation, bah, on apprend à mener la mission bah, de la même manière que quand on fait une mission de présentation des comptes. C'est-à-dire qu'on analyse notre périmètre, on prend connaissance de notre entité. On a une méthode qui est basée sur des facteurs d'émission qui nous permet de classer, de catégoriser, de mesurer, un petit peu comme on a un plan de compte. Voilà. On a des livrables qui sont normalisés. Donc ça, nous, on présente des comptes annuels qui sont formés de 2, 3 éléments. Ben là aussi, un bilan carbone, il est normalisé. Et puis, quand on fait un bilan carbone, on parle de conseils pour préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de fonctionnement vis-à-vis de nos clients qui est tout à fait identique à celui qu'on connaît quand on leur parle, quand on leur présente leurs comptes annuels. Donc, on va leur parler de plans d'action, on va définir des objectifs, on va faire des simulations, on va faire des budgets. C'est vraiment tout un contexte avec lequel, en tant qu'expert comptable, en tant que comptable dans nos cabinets, on est tout à fait familiarisé par le métier qu'on exerce déjà. En tant qu'expert comptable, on a ce devoir de conseil. On explique qu'on doit, ah, on doit conseiller nos clients. On ne peut pas aujourd'hui, en 2024, conseiller nos clients, leur parler d'avenir, les aider, les guider dans leur rentabilité, les guider dans leur performance, sans leur parler de bilan carbone, sans leur parler de comment faire face au réchauffement climatique et comment réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Quand on est comptable, on dit qu'on prend compte, qu'on compte, qu'on rend compte. Bah voilà, le faire pour les gaz à effet de serre, c'est exactement le faire comme pour les euros. C'est obligatoire. Ensuite, on explique souvent qu'on a une mission d'intérêt général auprès des entreprises, auprès du tissu économique des plus petites, des TPE, PME, qui sont les 3, 4 millions, ça dépend comment on compte. Bon, ben voilà, on a évidemment, en étant le conseil de ce tissu économique qui est énorme, on a cette mission d'aider l'économie à prendre en compte ces émissions de gaz à effet de serre et à limiter le plus possible euh, l'impact l'impact des activités économiques sur le réchauffement climatique. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Voilà. Donc voilà pourquoi l'expert comptable a indéniablement un rôle à jouer. Je vais vous survoler la démarche. Alors, pour vous expliquer, la formation bilan carbone, elle dure 5 jours. Donc, évidemment, là, c'est pas en 10 minutes que je vais vous expliquer ce qu'est un bilan carbone. Cependant, on va survoler la démarche pour que vous ayez un aperçu rapide. Alors, au préalable, c'est que euh, la méthode, qui est la méthode BGES, donc on en est à la V5, qui date de juillet 22, donc après le dernier décret dont je vous ai parlé. Cette méthode, elle est en libre accès sur le site de l'ADEME.
donc vous pouvez la télécharger et en prendre connaissance. Il y a de nombreux exemples et elle est aussi assortie de compléments guides sectoriels qui sont assez utiles quand on entreprend un bilan carbone. Donc déjà, avant de faire la formation, voilà, vous pouvez déjà commencer à vous former vous-même. Euh, la formation, elle est nullement obligatoire. Elle est intéressante parce elle nous aide à prendre confiance déjà en nous. Et puis, elle nous permet un- d'être crédible vis-à-vis des clients, puisque à l'issue de la formation, on a la licence de l'association Transition Bas Carbone. Et puis, on est référencé chez eux comme un consultant spécialisé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, il y a de nombreuses entreprises qui internalisent complètement la réalisation du bilan carbone et qui travaillent, qui se forment qu'avec cette méthode. Voilà. Alors, quand on démarre un bilan carbone, une partie très importante des travaux, ça va être de définir le périmètre. Et vous avez dû entendre parler des fameux scopes 1, 2 et 3. Donc, les périmètres, ils permettent vraiment d'identifier en fait les sources d'émissions et puis de commencer à les classer. Euh, donc, une entreprise va pouvoir ensuite afficher ses gaz à effet de serre selon son scope 1, 2 et 3. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Donc, le scope 1, ce sont les émissions liées à toutes les sources d'émissions fixes ou mobiles que possède l'entreprise. Euh, donc, par exemple, un... donc là, on va trouver principalement les gros industriels, mais aussi les agriculteurs, oui, parce qu'il y a aussi les sources d'épandage. Voilà, les gros industriels et les agriculteurs, donc qui vont avoir des émissions de scope 1 de par leurs installations fixes ou mobiles. On va aussi trouver par exemple, les transporteurs routiers qui ont toute une flotte de véhicules. Le scope 2, ce sont les émissions liées à l'énergie qu'on achète à l'extérieur. Donc là, on va trouver toutes les émissions liées au chauffage, l'éclairage, au refroidissement des locaux. Euh, et puis, le scope 3, eh bien, c'est tout le reste. Donc, si on reprend l'exemple, oui, le scope 3, c'est tout le reste. Donc, c'est toutes les émissions liées à l'utilisation, enfin, c'est toutes les émissions dont l'entreprise dépend pour pouvoir à la fois fabriquer, donc depuis les appros, et puis aussi vendre ses produits. Donc, jusqu'à l'utilisation finale de son produit. Donc, et évidemment, au niveau national, on consolide pas tous ces périmètres. Donc, il y a des émissions qu'on va retrouver, qui sont dans le scope 1 d'une entreprise, qu'on va pouvoir retrouver dans le scope 3 d'une autre. Et c'est pas grave. Certaines personnes disent oui, mais c'est pas normal, on compte deux fois, mais c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. On va reprendre la question du transport de marchandises. Euh, le, le transporteur, donc lui, il achète ou il loue une flotte de véhicules. Les émissions liées à l'utilisation de ces véhicules, elles seront dans son scope 1. Le fabricant de camions, lui, il va, dans son scope 1, il aura ses usines, par exemple, c'est au fourneau s'il fabrique son acier pour faire ses essieux. Enfin voilà, il aura dans son scope 1, il aura essentiellement ses usines. Les véhicules, il les aura dans son scope 3. Puisque les véhicules, s'il ne vend pas des véhicules, si les véhicules qu'il produit ne sont pas mis sur la route et ne roulent pas, bah, il a plus d'objet d'activité. Donc, il dépend bien du fait que les véhicules vont être mis sur la route et vont avoir une durée de vie de 3, 5, 8 ans.
Donc, pendant ces 3, 5, 8 ans, ces véhicules émettent des gaz à effet de serre et s'ils ne le font pas, bah, lui, il ne peut pas vivre. Donc, c'est pour ça que les véhicules doivent être dans son scope 3. Alors, pourquoi c'est important que chacun l'ait dans son scope? Bah, le fabricant, il va décompter dans ces gaz à effet de serre toutes les émissions liées à l'utilisation de ces véhicules. Donc lui, quand il va faire son plan de transition, il va travailler sur des véhicules moins énergivores, moins émetteurs de gaz, voire des véhicules qui fonctionnent plus du tout avec des gaz fossiles. Donc voilà, lui, sur ce sur quoi il va devoir travailler. C'est pour ça que c'est important qu'il les ait dans son scope 3. Le transporteur, lui, c'est important qu'il les ait dans son scope 1 parce que pour pouvoir réduire ces gaz à effet de serre sur l'utilisation de ces véhicules, il va travailler avec ses chauffeurs sur l'éco-conduite. Il va travailler avec les logisticiens, peut-être faire rouler moins de véhicules et optimiser le transport des marchandises. Voilà. Donc, c'est important que lui aussi, il ait le poids des gaz à effet de serre liés à l'utilisation de ces véhicules, parce qu'il a d'autres leviers à actionner pour pouvoir réduire ces gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi c'est important ce découpage en périmètre, que chacun ait bien sa part à jouer. La démarche bilan carbone, elle s'organise, donc vous l'avez compris, en 2 temps. Il y a une grande phase d'inventaire, où là, et c'est là finalement où on livre, à l'issue de cette phase d'inventaire, où on livre le bilan en tant que tel. Donc cet inventaire, elle se scinde en 3, 4 grandes parties. Au départ, on explique à l'entreprise ce qu'on va faire, on explique ce qu'est un bilan carbone, on définit nos objectifs, on nomme un pilote. Ensuite, on va faire le découpage en périmètre, définir aussi ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Et puis, la troisième, quatrième grande phase, c'est la collecte et l'exploitation des données. Donc, c'est là où on va vraiment compter. C'est la partie qui est la plus chronophage, où on va partir, on va, sur le périmètre temporel qu'on a déterminé, donc en principe, c'est un exercice comptable, on va agréger tous les gaz à effet de serre par scope, par poste, de manière à pouvoir présenter un total de poids classé correctement et compréhensible au moment où on présentera notre bilan. Et puis la deuxième grande étape, c'est alors au début ça s'appelait plan de réduction. Dans la V5, depuis la V5, ça s'appelle le plan de transition. Donc je change mon titre. Donc le plan de transition, donc on part d'un existant, on part de la mesure qu'on a faite et on se définit notre cible horizon 2030, moins 55% pour tenir les accords de Paris. Et le fait de l'avoir découpé à la fois par périmètre et poste, ça nous permet de cibler là où on a les leviers les plus importants et de pouvoir définir avec l'ensemble de l'équipe dans l'entreprise comment on va s'y prendre. Ensuite, on peut déposer l'ensemble sur le site bilan GES. Donc, tout à l'heure, je disais, c'est obligatoire de le faire quand on est une grande entreprise. Quand on est une plus petite ou moyenne entreprise, on peut de manière volontaire aussi déposer son bilan carbone sur le site. Voilà pour vous brosser la démarche en quelques mots. Comment on met en place la mission au cabinet? Euh, alors déjà, je pense que l'étape importante, c'est qu'il faut être convaincu du besoin de transition écologique de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, on peut mettre en place des missions bilan carbone en se disant c'est une nouvelle mission, c'est une opportunité de développer du chiffre d'affaires, c'est à la mode, je vais le faire. Voilà. Sauf que c'est très compliqué, parce qu'on part de rien. Il faut construire, quelque chose qui est quand même impactant au niveau de l'organisation du cabinet. Et moi, je pense que si on n'a pas l'intime conviction qu'on va le faire pour
rendre service à l'économie et pour contribuer à un mouvement vertueux, on a très vite fait de baisser les bras et d'être rattrapé par d'autres considérations et du coup de pas tenir sa transformation, parce que c'est une transformation pour le cabinet de développer cette nouvelle mission. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un préalable nécessaire. Si on l'est, si on a cette conviction, bien après, euh, la deuxième étape la plus importante, c'est évidemment de se former. Donc, je le disais tout à l'heure, la formation qui est proposée par l'Institut de formation carbone et nos IRF régionaux ont un accord avec l'Institut de formation carbone. Elle dure 5 jours. Il y a du distanciel et du présentiel. Il y a du théorique et du pratique. Il y a des cas pratiques qui nous permettent vraiment de faire des exercices ensemble. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'elle délivre à l'issue une licence. Donc, on est licencié de l'ABC. Donc, c'est la méthode bilan carbone. Et elle nous permet d'être référencés sur le site en tant que consultant. Donc, ça permet par la suite, quand on commence à dialoguer avec des clients pour proposer ces missions, de pouvoir leur dire, bah, je suis licenciée sur ABC et ça donne une crédibilité que quelqu'un qui n'est pas licencié n'aura pas. Voilà. Euh, Ensuite, bah, je vous recommande d'adhérer à l'association Bilan Carbone. Ouais, elle a changé de nom, elle aussi, elle s'appelle Transition Bas Carbone. Pour s'inscrire dans une démarche de formation continue, participer à toutes les réunions qu'ils organisent, qui sont vraiment très, qui approfondissent certains points et qui permettent de se maintenir à jour. Ils ont des outils aussi qui sont en permanente amélioration, donc c'est intéressant de garder un pied auprès de cette association. Et puis ensuite, il faut se lancer. Alors, comment on se lance? Nous, on l'a d'abord fait au cabinet. Je pense que c'est un bon moyen. Alors, c'est un bon moyen pour deux raisons. Déjà bah, ça permet de se frotter à l'exercice en vrai, en dehors des cas pratiques qu'on a fait pendant la formation. Sans enjeu du tout, parce que bah, si on sait pas faire, c'est pas grave, c'est pour soi. Et deuxièmement, ça permet d'entamer le dialogue avec les clients. Parce que faire son bilan carbone au cabinet, eh bien, du coup, euh, c'est enclencher des enquêtes. Donc, enquête auprès des clients, enfin des visiteurs du cabinet, donc qui peuvent être des clients. Donc, quand un client vient, on le questionne. Et du coup, ah, mais vous faites votre bilan carbone, ah bon, mais vous faites des bilans carbone, et puis voilà, et on enclenche la discussion, et c'est pas inintéressant, du coup, pour aussi faire connaître et faire savoir. Euh, Ensuite, sachez qu'au niveau du Conseil national, on a euh, donc sur la plateforme CAP durabilité, on a un kit mission bilan carbone, donc avec un modèle de lettre de mission, une fiche marketing, enfin, voilà, l'ordre à développer un kit mission. Et puis, bah, ensuite, il faut préparer une présentation pour ses clients. Donc, à partir du kit mission, notamment, c'est assez facile bah, pour le faire savoir aux clients. Donc, voilà comment on peut démarrer. Alors, nous, au cabinet, on a démarré un peu tard par rapport à notre formation, bah, parce que, évidemment, nous, on s'est formé fin 2019. 2020, bah, on n'a rien pu faire. 2021, l'année de référence, puisque vous avez compris qu'on travaille sur un exercice comptable qui est clos. Donc l'année de référence, c'était 2020, donc on n'a pas pu faire de bilan carbone. Voilà, donc on a véritablement commencé nos premières missions bilan carbone en 2022. On en a fait 6 ou 7 jusqu'à présent, dans des domaines d'activité assez variés et sur des thématiques complètement différentes. Donc à chaque fois, on apprend beaucoup. Euh, voilà, ça nous aide aussi à stabiliser notre méthode.
Euh, voilà. Et puis on se forme les unes les autres. C'est-à-dire qu'on a maintenant une petite équipe de personnes qui sont aguerries à l'exercice, puisque chaque fois on a travaillé en équipe et on a pu aussi, euh, parce que c'était moi qui avais suivi la formation et j'ai pu former déjà 3 personnes sur le bilan carbone. Voilà, j'en ai terminé avec ce café RSE. Il reste 10 minutes. J'ai presque tenu mon engagement de 45 minutes. Donc, je, vous- je suis, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Octavie. Effectivement, les premières questions qu'on a pu avoir tout à l'heure sont des questions liées au support et au replay. Je vous confirme qu'effectivement, le replay sera disponible dans l'après-midi sur notre page YouTube et qui sera ensuite diffusé avec l'ensemble des éléments présentés ce jour lors de notre newsletter de vendredi prochain. Néanmoins, on a quelques autres questions que je vais vous lire et que je vais partager auprès d'Octavie. La première, peut-on avoir un exemple de bilan carbone? Ah bah, alors, en fait, sur la base bilan GES, donc tout à l'heure, je vous disais, il y a un peu moins de 7000 entreprises maintenant qui ont déposé leur bilan carbone. On a on a tous les bilans des entreprises qui l'ont déposé avec les plans de transition. Donc, c'est la présentation normalisée des bilans carbone. Et merci Donc, vous Octavie. pouvez, et ça, c'est en libre accès, tout le monde peut y accéder, c'est public. Donc, vous pouvez aller voir, il y a le bilan carbone de KPMG, il y a des bilans carbone de toutes les entreprises. Alors, parfois, c'est un peu compliqué quand on cherche le bilan carbone de la BNP, quand on cherche. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir déjà de quelle entité on parle, parce que certains ont fait des bilans carbone consolidés. Mais bon, voilà, il faut aller voir et c'est très instructif. Très instructif. Ensuite, quel est le coût d'un bilan carbone par jour d'intervention et ce coût est-il subventionné? Alors, il y a des collectivités territoriales qui subventionnent éventuellement les bilans carbone. La BPI aussi, à certains moments, elle subventionne les bilans carbone. Alors le coût, bah, ça dépend énormément de l'entreprise, ça dépend de sa taille. C'est un petit peu comme une mission de présentation de comptes annuels. Il n'y a pas il y a pas de tarif, euh, il n'y a pas de tarif unique. Ça va dépendre de la taille, du nombre de transactions, de ce qui est significatif en termes d'émissions carbone. Parce avant de démarrer, donc on essaye déjà de faire un état des lieux pour voir quel type d'émissions, de postes d'émissions on va trouver et qu'est-ce qui va être significatif. Est-ce qu'on en a beaucoup, est-ce qu'on en a peu? Enfin voilà. Les sites, enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans l'analyse du périmètre. Et ensuite, surtout, puisque la partie chronophage, c'est la partie collecte des données, et bien, de la manière dont l'entreprise est organisée. Et là, nous, on s'est fait avoir plusieurs fois, et c'est même pas une question d'être numérique ou pas numérique. Nous, on a eu le cas d'une entreprise qui nous a dit, oui, oui, j'ai une GED, tous mes documents sont numérisés, sauf que sa GED, c'était une poubelle. Voilà, les pièces, enfin, aucun document n'était, il n'y avait pas de convention de nommage, aucun document n'était classé. Les documents n'étaient pas accrochés aux écritures comptables et ça a été très très long de retrouver nos petits. Enfin, voilà, donc il faut vraiment, faut faire, pour faire le devis, il faut vraiment bien se renseigner et essayer de quantifier le travail en fonction de tout un tas de paramètres. Nous, nos missions, les quelques-unes que nous avons faites, on les a vendues entre 3 et 10 000 euros. Alors, Ce taille. de rien. Ensuite, à ce jour, depuis 2022, quel est le budget moyen sur la clientèle pour cette mission? Euh, c'est la même question, non? Oui, ça rejoint effectivement la Ouais. formation bilan carbone euh, 5 jours et ah la non, formation bilan carbone. Pardon, ouais. vas-y. Non, non, la formation, oui. Non, non, pardon. La La formation. formation bilan carbone de 5 jours est-elle nécessaire en plus si on fait déjà la formation CSRD?
A avec la rien à clause de voir. grand-père des 90 heures de la CNCC ou proposée par le syndicat ECF. Alors, celle qui sera proposée par le syndicat ECF, je la connais pas. Celle de la CNCC, je la connais. Ça n'a rien à voir. On n'apprend pas du tout à faire un bilan carbone dans la formation CSRD de la CNCC. Euh, Bah, c'est un petit peu comment. C'est un petit peu comme la comptabilité, c'est-à-dire que on peut très bien auditer des comptes euh, sans savoir faire un bilan et un compte de résultat, sans savoir passer des écritures, tenir un grand livre. Mais pour faire un bilan carbone, il faut apprendre à passer les écritures et tenir un grand livre. Enfin, voilà, c'est c'est une méthodo à part. Et il faut l'acquérir pour pouvoir compiler les données et les présenter. Ainsi, Octavie, où peut-on trouver le kit mission, s'il vous plaît, sur Cap Performance, Cap Durabilité. Cap Durabilité. Cap Durabilité, c'est une plateforme, ouais, comme Cap. Non, Cap Performance, ça, c'est pas sur le site de l'ordre. Je crois que c'est le site du pro de Paris. Cap Durabilité. C'est le petit caméléon, le symbole. Ensuite, par retour d'expérience, la mission est-elle facilement souscrite par les clients TPE en ce contexte économique difficile? Plutôt des clients moins de 10 salariés ou plutôt entre 10 et 20 ou plutôt entre 20 et 50? Nous, le premier client qui est venu qui nous a demandé, alors c'était un client du cabinet, qui nous a demandé le bilan carbone, c'est un client qui travaille beaucoup en appel d'offres, une agence de com, euh, qui a à peu près 10 salariés. Après, on a des clients qui viennent de l'extérieur, des clients qui viennent vers nous que pour ça, par le bouche à oreille. Euh, il n'y a pas de typologie propre. Il y a ceux qui ont compris que ça va être obligatoire parce ils ont commencé à voir qu'à la banque, ils ont peut-être des taux qui seront pas les mêmes s'ils peuvent montrer que, ou parce qu'ils ont des collaborateurs qui commencent à les questionner, ou parce que ils sont dans un marché où les concurrents le font. Voilà. Ça commence comme ça frémit. Mais petit à petit, ça va se refermer. Et le point, vous l'avez compris, c'est qu'un bilan carbone, ça se fait pas en une semaine d'un claquement de doigts. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le plan de transition. Et déjà, le bilan carbone en lui-même, c'est long à faire. Il faut quelques semaines, voire quelques mois. Et ensuite, pour pouvoir après dire à l'extérieur qu'on a commencé à faire quelque chose, bah, il suffit pas d'avoir la mesure. Il faut avoir le plan d'action. Donc ça aussi, ça prend encore quelques mois. Donc, euh, donc il faut s'y prendre très en amont, en fait. Voilà. Mais ça, tous nos clients ne le comprennent pas, ne l'ont pas encore compris. Mais il y a pas j'ai pas de type de clients qui ont plus compris d'autres. À part ceux peut-être qui sont allés récemment chercher du financement, là les banques elles commencent à leur en parler. Voilà. Merci Octavie. Ensuite, est-ce qu'il y a une taille minimale de cabinet pour faire un bilan carbone? Est-ce pertinent d'effectuer un bilan carbone sur un cabinet d'une seule personne? Ah, pour faire son propre bilan carbone, bah on peut le faire, mais c'est sûr que ça va pas être très enfin, c'est utile de le faire. Après, ça va au niveau de tout à l'heure, je vous disais le faire pour son cabinet, c'est se frotter à la méthodo en vrai et apprendre des choses et gagner en confiance pour pouvoir le déployer vers des clients après. Bah, c'est sûr que si on est tout seul, ça va être un petit bilan carbone, donc ça va pas être très éduquant. Enfin, voilà, ça va pas être très apprenant. Mais c'est utile de le faire, évidemment. Ne serait-ce que pour repérer, bah,
les postes émetteurs et pouvoir enclencher le changement. Merci. Ensuite, on en prend encore une ou deux. Et puis après, je vous mettrai mon mail dans le chat qui vous permettra du coup de me poser directement vos questions qu'on compilera et on proposera des réponses avec Octavie par la suite. Euh, Comment déterminer les honoraires et le budget temps? Et il y en a une autre qui est la même. Quel est le montant des honoraires pour ce type de mission? Montant des honoraires, je vous ai donné des exemples. Après, le budgetant, c'est super compliqué. Enfin, nous, depuis le début, on est en malus sur nos bilans carbone. C'est-à-dire on n'a pas su bien dimensionner. Parce que on est toujours trop optimiste sur les temps à y consacrer. Après, il y a aussi la question de la concurrence, c'est-à-dire que on ne peut pas, euh, on ne peut pas non plus afficher des prix très très confortables, enfin très très confortables, qui, qui, qui comprennent tous les temps qu'on va y passer, parce que après on va arriver à des budgets qui seront pas du tout compétitifs, notamment par rapport aux solutions. Il y a des solutions numériques, hein, des Greenly, des Sami, qui proposent de faire des bilans carbone simplifiés, moyennant des prix très bas. Donc voilà. Nous, si on veut être, alors on sera jamais aussi peu cher que ces solutions-là, mais on n'apporte pas non plus la même chose. C'est un petit peu comme les prestations comptables en ligne ou les prestations comptables en vrai, voilà, c'est pas pareil. Mais quand même, on peut pas être, espérer couvrir tous nos temps, surtout au début où, enfin, nous, on considère au bout de 6 qu'on est toujours en phase d'apprentissage. Bah, le bilan carbone d'une entreprise, d'une agence de com, c'est pas le même que celui d'un club de foot, c'est pas le même que celui de l'organisation d'un gros événement, c'est pas le même. Donc à chaque fois, on investit du temps, on est en malus, mais on se dit bah, c'est aussi du temps où nous on apprend et où on se forme. Et je pense que cette courbe d'apprentissage, elle va durer quelques années. Alors, on ne peut pas, en partant de rien, devenir des experts hyper performants au bout de deux missions. Enfin, voilà. Donc, c'est un investissement qu'on fait aussi pour l'avenir. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a des logiciels sur le marché pour réaliser ce type de mission? Bah oui, il y a plein de logiciels. Après, nous, on n'utilise pas. Donc, après, l'association Transition Bas Carbone, ABC, elle, euh, elle donne comme outil soit des fichiers Excel, soit un logiciel en ligne qui s'appelle BC+, voilà, bon, voilà, qui sont ce qu'ils sont. Ils ont le mérite d'exister. Ils sont pas, voilà, c'est pas des développeurs d'applications. C'est voilà, c'est un outil de base. Après, oui, il y a des solutions de marché. Euh, Moi, j'utilise pas, donc je peux pas vous en parler. Bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Octavie. Et Merci à ben, toutes et à tous. Je suis en train de saisir mon adresse mail que vous allez retrouver dans le chat, donc n'hésitez pas à la prendre si vous souhaitez ensuite continuer à poser des questions. On fera un plaisir avec Octavie d'y répondre. D'ici là, comme je vous l'ai dit en début de café, le lien sera avec le replay sur notre page YouTube dans l'après-midi et vous retrouverez d'ici vendredi l'ensemble du replay ainsi que le document passé dans la newsletter de CF. Merci Octavie encore. de rien, bonne journée.